Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui on se rattaque à la section communication en ufologie savoir-être. Alors il s'agit d'un article que j'ai récemment écrit sur le site Medium. Et au départ, je pensais mettre cet article dans études et recherches, etc. Et en fait, il ne s'agit pas obligatoirement d'une étude et recherche, mais il s'agit plutôt d'un postulat euh, de l'environnement ufologique et qui peut servir à mieux communiquer ou du moins mieux appréhender, si vous voulez, d'une manière de la manière langagière la mieux possible, d'appréhender l'ufologie, hein, du point de vue, par exemple, de la société dans son ensemble, hein, que ce soit en fait dans la vie privée ou tout simplement, si vous êtes chercheur ou ufologue ou vous animez un média, que vous ayez en fait, si vous voulez, la meilleure communication possible. Donc, si vous voulez, l'article s'articule autour en fait de la croyance en ufologie et on va faire en fait un constat de la croyance en ufologie, mais il va y avoir à la fois une approche du constat actuel et aussi des solutions à apporter justement aux problèmes de croyance en ufologie. Donc on va essayer d'apporter des solutions. Alors je tiens quand même tout de même à préciser que les solutions que j'apporte ne sont pas obligatoirement des vérités en soi. Néanmoins, je participe en fait à l'élaboration d'une meilleure communication, ce que j'ai toujours fait. Donc je vais pouvoir en fait lire mon propre article, mais je vais l'argumenter. Donc après, si vous avez forcément des arguments ou des développements aussi dans la manière de communiquer ou dans la manière dont on peut apporter mieux les choses de ce qui se fait actuellement dans le milieu ufologique ou dans la web ufologie, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion, etc., mais aussi dans les cercles de l'ufologie, c'est-à-dire au point de vue des associations, au point de vue des acteurs de l'ufologie, etc. Donc, on va toujours se centrer un peu entre l'incroyant et le croyant, c'est-à-dire rester toujours au milieu, hein, c'est la démarche en fait pragmatique, c'est la démarche agnostique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire donc ce constat des lieux, hein, sur la croyance en ufologie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser aux solutions que l'on peut apporter. Donc voilà. Donc, alors c'est ufologie, ovni en finir avec la croyance. C'est un article que j'ai écrit il y a à peu près 6 jours, donc que vous pouvez bien sûr lire. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà. Alors on va commencer. Alors l'étude des objets volants non identifiés et la foi sont deux domaines distincts, mais ils peuvent parfois se croiser. Et dans bien des cas, nous avons constaté une nocivité dans le rapport entre ufologie et les systèmes de croyance. En effet, nous allons le voir à travers le postulat que je fais, nous allons voir que il y a des systèmes de croyance qui sont permissifs et en même temps qui radicalisent le langage, c'est-à-dire qui radicalisent la posture de personnes. Les personnes sont tellement convaincues en fait de par leurs croyances qu'ils ont, si vous voulez, une sorte de radicalisation dans leur langage, c'est-à-dire c'est ça et pas autrement. Ils ne s'ouvrent pas à d'autres voies, si vous voulez. C'est exactement la même chose que l'incroyant, le sceptique, ou l'ultra-rationaliste zététicien qui, lui, de toute façon, va aussi rationaliser, lui, va rationaliser son discours, mais d'une manière tellement, si vous voulez, extrême, que de toute façon, il va refuser tout autre élément supplémentaire visant à éclaircir le problème, si vous voulez, l'importe. C'est aussi une forme de croyance quelque part, hein. La négation peut être aussi une forme de croyance dans ce domaine. Donc, alors j'ai bien sûr fait cette petite affiche très connue qu'on retrouve d'ailleurs dans la célèbre série X-Files, qui a été popularisée, hein, dans la série X-Files. I want to believe, mais là j'ai barré believe, j'ai barré donc croyance. Voilà pour la
pour la petite en fait image que j'ai voulu intégrer. Donc voilà. Alors il est important de noter que les liens entre les ovnis et la foi sont souvent donc subjectifs et personnels. Chacun interprète ces phénomènes de manière différente en fonction de ses croyances, de sa culture et de son éducation. Néanmoins, le phénomène de croyance en ufologie a servi des intérêts spécifiques dans l'histoire de cette étude. Et vous allez voir à la manière en fait que des services officiels, qu'il y ait des intérêts officiels pour l'utilisation des phénomènes de croyance. Hein, on peut prendre beaucoup de choses, mais l'ufologie en fait partie. Hein, et encore, je n'ai pas étayé mon article d'autres faits historiques. J'aurais pu très bien, par exemple, pour mon argumentation, parler de l'utilisation des phénomènes de croyance en infiltrant le NICAP dans les années 50 aux États-Unis, par exemple. Hein. Donc, on peut effectivement, on peut dire que le phénomène de croyance a aussi servi d'outil pour des agences de renseignement. Donc, néanmoins, le phénomène de croyance en ufologie donc, a servi des intérêts spécifiques. Que ce soit en matière de désinformation, comme l'utilisation de tests de propagation de rumeurs par des services de renseignement visant à tester par ce biais l'environnement ufologique. Donc là, c'est ce que je venais de dire par exemple avec le NICAP, mais nous avons eu aussi en France des noyautages, si vous voulez, de groupements, associations, pour des tests liés, en fait, si vous voulez, des tests de propagation de rumeurs. C'est-à-dire que des gens, en fait, lançaient des rumeurs, forcément au sein de ces groupements, de façon à alimenter les systèmes de croyance. Hein, d'accord. Donc ça c'est des stratégies aussi, c'est des stratégies de propagation de rumeurs. Donc ça peut être des stratégies organisées par exemple par des services de renseignement. Bien sûr, là je ne tombe pas dans le fait du complotisme, mais je tombe dans le fait où effectivement on peut tester, ça fait partie en fait des opérations psychologiques de tester par exemple des mouvements, des associations, une population, etc. Donc la CIA révèle un rapport secret sur les ovnis. Alors ça, c'était dans le Figaro, de 2015, voilà. Et donc l'agence de renseignement américain vient de dévoiler donc un rapport c'était à l'époque, en fait, si vous voulez, du fameux rapport d'un rapport de 98 sur les témoignages relatant la présence d'ovnis au moment du programme d'espionnage de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la CIA a utilisé les ovnis pour cacher des tests de prototype U2. Hein. Donc là, on utilise en fait, si vous voulez, des phénomènes de croyance aussi, en disant que bah oui, mais les témoins ont vu des ovnis. Alors on sait que la CIA, par exemple, avait des liens assez proches, ou ont toujours des liens assez proches avec certains médias, et lance en fait des éléments d'information vis-à-vis de l'observation d'OVNI pour pouvoir cacher, en tout cas à l'époque, c'était pour pouvoir cacher des tests de prototypes. Hein. Voilà. Ou un autre aspect, ou par des intérêts personnels mercantiles. Donc ça, c'est des gens, par exemple, qui écrivent des livres, des gens qui alimentent des chaînes YouTube, etc. Donc là, il y a un aspect mercantile, voire ceux en lien avec des mouvements de type sectaire, c'est-à-dire embrigadement. Alors là, on voit par exemple, là ici, on voit une BD qui annonçait en fait le massacre de l'ordre du temple solaire. Alors, cette lecture de BD qui annonçait le suicide collectif des membres de l'ordre du temple solaire était conseillée aux adeptes de l'OTS. Voyage intemporel qui dépeint l'atmosphère ufologique dans laquelle baignait la secte. En effet, on voit là ici dans l'utilisation de la croyance, des systèmes de croyance, en fait, des espèces extraterrestres qui vont emmener les gens, voilà, sur une autre planète, etc., dans un autre monde, pour pouvoir quitter cette terre qui est impossible à vivre, voilà. Donc c'était recommandé, hein, c'était une lecture recommandée. Donc là, ces systèmes de croyance, donc dans le milieu sectaire, Internet et les réseaux sociaux ont obligatoirement un effet amplifiant sur la croyance. C'est ce que je m'aperçois encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a tellement un effet amplifiant sur la croyance que les chaînes YouTube que j'ai notées, que j'ai catégorisées, font en fait de la croyance. Il y en a certaines qui le font, d'autres le font vraiment sciemment, d'autres le font en fait sans le savoir. Mais faut le savoir, ce sont des chaînes qui ont beaucoup de monde en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le système de croyance, c'est un peu, si vous voulez,
un peu la lumière qui va attirer, si vous voulez, la lumière la nuit qui va attirer les moustiques. C'est exactement ça. Alors je sais que l'analogie est un petit peu triviale, mais quelque part, en alimentant, si vous voulez, des faits, par exemple, relatifs à des allégations de personnes, on voit aux États-Unis, etc. Il y en a beaucoup qui utilisent ça et en fait mettre l'accent en fait sur le côté secret. Et en fait, le côté secret attire les gens. Hein, c'est normal. Automatiquement, moi, ma chaîne, c'est ce que je disais, n'aura jamais de succès. Pourquoi? Parce que je n'alimente pas cet effet secret. J'aurais pu très bien, par exemple, changer de discours et de me dire, oui, bah, je vais mettre en fait beaucoup de choses en fait liées au secret, au fait qu'on nous cache beaucoup de choses. Et je peux vous dire que en l'espace de 2 mois, j'aurai sûrement le double, voire le triple d'abonnés. Donc, alors, les systèmes de croyance donc sont amplifiés. Ça applique en fait le problème. Ça permet d'appliquer une sorte d'effet brouillard pour celles et ceux qui seraient amenés à s'y intéresser d'une manière pragmatique. En effet, le problème des systèmes de croyance, c'est que tout va se mélanger, par exemple, en particulier depuis l'ère de l'Internet, va se mélanger, et donc les gens qui veulent s'y intéresser d'une manière pragmatique, ça va être extrêmement difficile de s'y en sortir. J'ai, par exemple, pour donner l'exemple, j'ai un exemple personnel d'une personne d'une personne de formation scientifique qui voulait s'intéresser au phénomène ovni et qui a arrêté de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que quand il utilisait Internet, il ne connaissait rien du tout à l'ufologie, mais en tant que scientifique, il s'est dit, bon, tiens, je vais m'y intéresser quand même, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à dire. Sauf même dans sa méthode, il n'a pas réussi à s'y retrouver, si vous voulez, parce que tout est tellement mélangé entre le faux et le vrai. Il y a en fait, si vous voulez, tellement de croyances permissives et nocives au sein du langage qui s'est transformé en une forme de radicalité que lui n'a pas a été pris dans cet effet brouillard. Donc c'était extrêmement difficile pour lui de s'y intéresser. Et il a fallu en fait revenir à zéro et prendre les bons ouvrages, aller sur les bons sites internet, tant qu'il y en a quelques-uns qui sont bons, aller plutôt dans le factuel que dans l'allégation directe, que dans l'interprétation, etc. Ça n'a pas été évident. Alors donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est malheureux parce que comme je l'ai écrit dans l'article, est lié au domaine qui permet d'appliquer une sorte d'effet brouillard pour celles et ceux qui seraient amenés à s'y intéresser de manière pragmatique. En effet, c'est un peu difficile. Alors, média, la part de responsabilité. Le sensationnalisme et les objets volants non identifiés sont souvent liés dans les médias et la culture populaire, favorisant le système de croyance. Effectivement, la série X-Files a même eu un effet sur le domaine de l'ufologie, favorisant les théories du complot. En effet, on s'est aperçu lors de l'arrivée de la série X-Files créée par Chris Carter que la théorie du complot s'est amplifiée aux États-Unis, hein, en particulier. Alors il y avait déjà des mouvements en fait assez anti-gouvernementaux. Il y avait déjà à l'époque, même avant X-Files, il y avait déjà les théories de John Lear et les théories de Bill Cooper, etc. Comme quoi en fait on nous cache la vérité sur une relation entre des civilisations extraterrestres et le gouvernement américain. Bon bah là c'était déjà amplifié, mais là ça s'est vraiment popularisé avec X-Files. Hein. Et X-Files, d'ailleurs, Chris Carter a utilisé tout courant ufologique dans sa série. Hein. Donc la réalité, dans ce cas, se mélange à la fiction par un discours quasi paranoïaque qui va prendre place dans l'argument ufologique, en particulier aux USA dans les années 90. Donc effectivement, on va retrouver dans les années 90 une espèce de paranoïa ambiante. Alors, je tiens à signaler aussi, et ça je le précise d'ailleurs, vous allez voir dans l'article, je tiens à signaler aussi que la paranoïa ambiante n'est pas liée qu'à une série, bien heureusement d'ailleurs, mais elle est née aussi du fait qu'on ne divulgue pas assez. On alimente en fait, comme aujourd'hui encore. Je vois en fait une transformation là, en ce moment de ce qui se passe aux États-Unis à travers le langage. Comme il y a encore beaucoup de rétention d'informations, on favorise obligatoirement l'espèce de paranoïa ambiante, on favorise la défiance, la méfiance vis-à-vis en fait d'une gouvernance, une méfiance vis-à-vis des grandes institutions, qu'elles soient civiles ou militaires. Et donc le problème, le premier qui va se passer, c'est que ça va créer, si vous voulez, une idée proche des théories du complotisme en fait, tout simplement.
c'est aussi de la faute, c'est aussi de la faute quelque part de la gouvernance. Si vous ne partagez pas des informations, vous allez de toute façon susciter des doutes. Ça paraît logique. Donc nous savons aussi que le sensationnalisme, dans ce domaine, là on repart sur le sensationnalisme, consiste à présenter des informations de manière exagérée, dramatique ou sensationnelle pour susciter l'émotion et l'intérêt du public. C'est ce qu'on voit à travers en fait en ce moment ce qui se passe aux États-Unis. On voit en fait qu'il y a en fait une espèce de ton dramatique, si vous voulez, et sensationnel, et obligatoirement ça fait, si vous voulez, ça fait office d'appât. Ça accroche en fait les gens. C'est comme un poisson, en fait, des poissons attirés par des appâts lumineux. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, ils ont un discours. Tous ces gens ont un discours visant à, en ce moment aux États-Unis, beaucoup de personnalités du milieu ufologique utilisent, et les médias qui utilisent l'ufologie ont tendance en fait à mettre à des appâts. Et ces appâts, en fait, sont quelque part transformés dans un aspect sensationnel où on suscite en fait de l'intérêt. Alors, c'est souvent au détriment de l'exactitude ou de la crédibilité, effectivement. Alors, l'exemple récent des allégations du Dr James Lacatski ou celle plus ancienne de Bob Lazar montre à quel point il est facile de créer à partir d'un seul discours un effet de fact fiction, c'est-à-dire le factuel et la fiction, qui va produire une croyance sur des éléments sans aucune base solide. Preuve. Donc, mais uniquement raconté, c'est-à-dire on fait l'analogie du conteur et l'enfant, c'est-à-dire vous êtes l'enfant, les gens sont des enfants et eux ce sont des conteurs. C'est-à-dire ils vont vous raconter des belles histoires, un peu comme s'il se passait, si vous voulez, l'analogie avec les contactés en fait des années 50, où en fait on racontait en fait qu'on était emmené sur Vénus, sur Mars, etc. Et les gens écoutaient religieusement ces gens, ils y croyaient vraiment, c'est absolument authentique, ils y croyaient vraiment. Alors forcément, il y avait des gens qui ne les croyaient pas, mais vous aviez des gens qui les croyaient. Et là, sur Internet, c'est tellement amplifiant que même les gens qui n'apportent pas de preuves, aucune base solide, de toute façon, vont attirer des gens qui ont envie de croire. Mais en même temps, ces gens vont avoir un discours qui va favoriser les croyances de chaque personne. Donc ils vont dans le sens, en fait, tout simplement du public, du moins de la majorité du public. Forcément, ils vont pas dans le sens de la majorité de mon public à moi, ou du moins de moi, de ce que je suis. Forcément, je veux pas accrocher à ces tapas. Donc voilà, et tout simplement, c'est parce que je vérifie les informations, etc. Mais aujourd'hui, on ne vérifie plus les informations. Aujourd'hui, on préfère écouter et lire des phrases très courtes que de vérifier les informations et d'aller chercher les sources au préalable. Mais cela va seulement se solidifier par le biais ou la sortie d'un livre. On le voit par exemple avec Lacatski qui va sortir ses vérités dans les livres, mais qui refuse par exemple de témoigner au Congrès. Donc qui fera un livre qui fera sensation et par l'argument d'autorité de certains acteurs du domaine. En effet, on va regarder au niveau des acteurs concernant l'argument d'autorité, parce que vous allez voir l'utilisation de l'argument d'autorité dans le domaine de croyance. C'est vraiment quelque chose qui donne, si vous voulez, du crédit à ce que va dire la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu des responsabilités. Donc, on peut citer Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense nationale du Canada, James donc Lacatski, qui était responsable du programme de la défense de la DIA, représentant des agents contractants, coordinateur de la sécurité et coordinateur du contre-espionnage pour le programme d'application avancée des systèmes d'armes aérospatiales, donc à ASAP, et Philippe J. Corso, officier de l'armée américaine qui a servi dans l'armée avec le grade de lieutenant-colonel. Il a participé entre autres, lui, Corso, de 53-57 au Conseil de la sécurité nationale du président Eisenhower, donc il a vraiment eu des postes importants. En 1961, il devient directeur du bureau de technologie étrangère du Pentagone dans la recherche et le développement militaire, travaillant sous les ordres du lieutenant-général Arthur Trudeau. Donc Philippe J. Corso, là on voit une photo donc de Philippe J. Corso lors de sa sortie de son livre The Day After, le jour après Roswell, The Day After Roswell. Donc c'est vrai que donc on avait vu par exemple, alors beaucoup avaient vérifié les dires de J. Corso, alors il y avait beaucoup d'erreurs, le livre est rempli d'erreurs, d'ailleurs les ufologues eux-mêmes ont considéré que le livre, il y avait peut-être des vérités, mais en même temps c'était rempli d'erreurs et puis d'exagération. Alors, c'est un argument d'autorité, c'est-à-dire que
Dans le domaine de l'ufologie, ou dans le domaine de ceux qui s'intéressent à l'ufologie en particulier sur Internet, là c'est ce que je vois, mais même avant c'était quand même le cas. À partir du moment que les gens ont eu des postes importants, ça donne du crédit. Comme si qu'en fait, le fait d'avoir eu un statut social vous donne obligatoirement du crédit à ce que vous allez dire. Alors que dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire des sociétés modernes, vous avez eu des gens qui ont eu qui ont eu des postes à très haut niveau, qui ont dirigé des pays, des contrôlés des pays, et puis qui disaient n'importe quoi. Donc on le voit à travers l'histoire. Hein. Il faut voir un petit peu l'histoire, par exemple dans le domaine de la politique en particulier. Donc on peut être une personne surdiplômée, ayant eu des grandes responsabilités et dire aussi n'importe quoi. Hein. C'est humain de dire n'importe quoi. Hein. Donc l'argument d'autorité faisant foi, il sera donc facile d'alimenter le débat. C'est ce que je disais. Et d'influer sur des personnes crédules ou en mal de sensation. Donc les personnes crédules, la crédulité, là, c'est général actuellement. Je peux vous le dire. Moi, de point de vue, en fait, de point de vue d'observation, la crédulité, elle est totale. Là, actuellement, les gens sont vraiment, vraiment rassurés dans leur système de croyance. Ils sont très contents que ces gens disent tout et n'importe quoi, même s'il n'y a pas de preuves, c'est pas grave. Et il y a une autre part de gens, c'est en mal de sensation au travers de livres ou de discours. Donc là, ça influe sur des gens qui sont en mal de sensation. Alors, aujourd'hui, nos sociétés, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans des sociétés apaisées. Nous le voyons au niveau, à l'échelon planétaire, c'est extrêmement difficile. Nous le voyons au niveau des conflits, nous le voyons au niveau de l'écologie. Donc, ces situations qui sont anxiogènes vont alimenter obligatoirement aussi des systèmes de croyances, mais vont aussi aller pousser aussi les gens à aller chercher de la sensation, Donc ceux qui sont en mal de sensation vont en fait tomber rapidement dans le discours ou le livre, et donc à partir de là, cette position qu'ont eu justement ces écrivains, donc ont eu des positions importantes, ce sera un biais argumentaire pour certains acteurs du domaine qui se servent de ces arguments pour augmenter leur taux de clic. Alors ça c'est du point de vue des médias, mais c'est au point de vue des plateformes YouTube par exemple, ou d'autres plateformes. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, ces gens vont utiliser l'argument par exemple d'un monsieur comme Lakatsky, des gens qui ont eu des grandes positions, donc à travers le renseignement. Et pourtant, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est se méfier d'un ex du renseignement. Mais c'est ce qu'on fait pas. Et donc, ces gens qui alimentent des chaînes, etc., ou des forums, ou quoi que ce soit, pour eux, ça va être un biais argumentaire. Hein. Et puis, ça permettra d'augmenter le taux de clic, en fait, en parlant des allégations de ces gens-là. Alors, une influence omniprésente. Voici un exemple de comment le sensationnalisme peut influencer les discours sur les ovnis et par biais du système de croyance. Donc, tendance médiatique. D'abord, nous avons la tendance médiatique. Les médias ont souvent tendance à privilégier les histoires sensationnelles. Ça, on le sait, car elles attirent davantage d'audience et de clics. Ça, ce qui est entièrement normal. On l'a vu aussi avec les plateformes YouTube. Les rapports d'ovnis font partie de ces sujets qui peuvent être présentés de matière sensationnelle pour susciter l'intérêt du public. Dans ce cas, c'est le média diffuseur qui bénéficiera de l'intérêt porté sur l'information qu'il diffuse. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que le média va obligatoirement susciter l'intérêt, la chaîne YouTube va susciter de l'intérêt, et ben, automatiquement, s'il y a de l'intérêt à travers ces canaux de croyance ou ces allégations sensationnelles, automatiquement, ça va susciter forcément plus de clics, plus de monde, plus d'abonnements, etc. Donc on voit par exemple ici le dernier documentaire de Bob Lazar, donc où je marque documentaire avec un point d'interrogation. Donc exagération de témoignages. Là, c'est le deuxième point. Les témoignages d'observation d'OVNI peuvent être exagérés ou dramatisés, déformés, pour rendre l'histoire plus captivante, par l'intermédiaire de livres, de documentaires et de discours sur le réseau internet tels que les forums. Effectivement, si vous connaissez un petit peu l'histoire, si vous vous intéressez à l'histoire de l'ufologie, il y a eu énormément de cas, que ce soit partout dans le monde, qui ont été exagérés. Hein. Il y a aussi des cas qui ont été débunkés par les propres ufologues eux-mêmes, en disant ils se sont trompés. Et il y a des cas aussi qui ont été dramatisés pour donner en fait, si vous voulez, de l'émotion à ce cas. Donc qui va en fait attirer forcément les gens.
qui va susciter des interrogations, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas authentiques, attention, je m'arrête là, mais j'explique, moi, dans mon argumentation, qu'il y a une exagération des témoignages. Ça s'explique au travers, par exemple, de pas mal d'ouvrages qui expliquent l'histoire de l'ufologie, comme j'avais parlé déjà du livre de Thibaut Canuti en histoire de l'ufologie française, où vous avez des associations. Si vous vous intéressez à l'ufologie, des associations, en fait, à partir des années 50, vous aviez des associations qui se battaient entre elles, et c'était, je vous l'avais déjà expliqué, c'était à celui qui aurait le témoignage le plus sensationnel. Donc, en fait, on pense qu'il y a eu quand même énormément de malhonnêteté vis-à-vis de la traduction de certains cas. Donc là, on peut vraiment dire qu'il y a une exagération des témoignages, donc visant à rendre l'histoire plus captivante. Donc les récits de rencontres avec des extraterrestres, ça c'est en 3. Donc troisième partie, troisième point, des extraterrestres, de ravissement extraterrestre, des expériences paranormales sont souvent présentées de manière sensationnelle. C'est vrai qu'on ne le présente pas souvent de manière factuelle, assez rarement. La plupart du temps, c'est... Alors, on va me dire, oui, mais si une histoire pareille, c'est quand même assez sensationnel. Effectivement, on va dire que c'est pas sensationnel, on va dire que c'est exceptionnel. C'est différent entre sensationnel et exceptionnel. Donc, présenté de manière sensationnelle, en particulier dans les séries documentaires. Là, c'est vrai, actuellement, vous avez par exemple toute une série de documentaires, à peu près depuis 20 ans. Vous avez des chaînes qui sont spécialisées dans les documentaires, vous avez History Channel, etc. Bon, là, on va sortir des documentaires sur documentaires. Souvent, vous voyez souvent en plus les mêmes commentateurs, les mêmes chercheurs, etc. Et puis, c'est traité sous le ton du sensationnel. On l'a vu, on le voit par exemple avec la série Skinwalker Ranch, où il se passe rien, mais c'est pas grave. C'est tellement, l'ambiance est tellement en fait présentée de manière sensationnelle qu'on y croit, hein, qu'on peut y croire très 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 facilement. Donc quatrième point, images et vidéos douteuses dites fake. Donc les images et les vidéos d'OVNI sont souvent mises en avant de manière sensationnelle par leurs auteurs. Les médias spécialisés peuvent aussi omettre, oublier par exemple de signaler que de nombreuses observations OVNI caractérisées comme identifiées comme des objets conventionnels ou de phénomènes naturels. Alors effectivement, des médias peuvent effectivement, certains médias, moi j'ai déjà vu encore certains médias diffuser, vous avez certains médias, de certains documentaires, etc., où en fait on vous diffuse encore des images de photos ou de vidéos qui ont été déjà débunkées par les ufologues eux-mêmes. Mais on le fait quand même, et par contre on ne signale pas. On ne signale pas que ces photos sont fausses, ou que ces vidéos sont fausses. Là je l'ai vu dans des documentaires assez récents, de vieilles vidéos que nous on connaissait comme fausses, ou de photos qu'on connaissait comme fausses, mais on les diffuse encore. Hein. Donc, en cinquième point, conspiration et théorie du complot. Alors, les récits sensationnels sur les ovnis peuvent être aussi exploités pour promouvoir des théories du complot, par des narratifs extrêmes. Ça, on l'a vu par exemple au départ dans les années 80 avec les histoires de John Lear et Bill Cooper. Donc là, on est dans des narratifs extrêmes. Cela peut conduire à la désinformation et la création de croyances infondées. Effectivement, on est en fait tout simplement dans la désinformation pure et simple. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un biais pour certaines agences de renseignement à pouvoir faire proliférer de la désinformation très facilement parce que en fait c'est créé par les ufologues eux-mêmes. Donc la création de croyances infondées, donc des croyances en fait qui sont fondées sur rien du tout. Donc on voit ici l'homme à la cigarette, le fameux homme à la cigarette qui en fait, je l'ai intégré pour mon argument, je l'ai intégré tout simplement dans l'article parce qu'il représente bien pour moi la théorie du complot en fait. C'est vrai que l'acteur est absolument génial. Vraiment, c'est vraiment le complotisme pur et simple tel qu'il a été popularisé par X-Files. Donc, point 6, impact sur la crédibilité. Le sensationnalisme et la croyance qui s'y rattachent peuvent entraîner une perte de crédibilité pour les chercheurs sérieux et les enquêteurs en ufologie qui tentent de mener des études objectives et fondées sur des preuves. J'ai eu exactement le même problème. Enfin, j'ai réussi à régler le problème avec moi et mes médias locaux à une certaine période. Vous pouvez voir cette vidéo que j'ai faite où je présente en fait, si vous voulez, la manière dont j'ai eu des relations avec certains médias.
Ça s'est bien passé parce que j'ai fait extrêmement attention à mon langage et puis je leur ai fait comprendre tout de suite que ici il n'y avait pas de petits hommes verts, il n'y avait pas de contact extraterrestre, etc. Donc on était vraiment dans le pur factuel, sans rentrer dans l'aspect dogmatique ou sensationnaliste donc de l'ufologie. Donc le problème se situe quand un média mainstream non spécialisé va confondre le pragmatisme de certains chercheurs proposées, de certaines recherches proposées, et l'aspect rationnel de certaines croyances liées à l'ufologie. En effet, on a vu par exemple dans les années 90, vous aviez par exemple des émissions 80-90, vous aviez des émissions en fait sur des émissions traitant de l'ufologie. Il y avait j'y crois pas, si elles m'ont marié, etc. Et en fait, dans l'assemblée, vous aviez des gens sérieux qui étaient mélangés à des gens qui racontaient n'importe quoi. Hein. Allez voir par exemple sur YouTube, vous allez voir des anciennes Ciel Montmardi, j'en parlais, mais il y avait j'y crois pas, mais il y a eu d'autres aussi, d'autres de tout un tas de talk show où on parlait en fait des ovnis, et en fait on mélangeait des bons enquêteurs et puis à côté vous aviez le type qui était en contact avec des extraterrestres ou quelqu'un qui avait été enlevé 20 fois. Donc donc si vous voulez, c'était et même Raël, d'ailleurs, je me souviens parce qu'on pour parler de croyances, il y avait même Raël qui avait été invité à une émission sur l'ufologie. Donc il y avait carrément, on avait mélangé un gourou avec des chercheurs en ufologie, donc sur le même plateau. Hein. Donc si vous voulez, ça va donc proposer, c'est ce que je dis, ça va plutôt décrédibiliser les chercheurs sérieux et l'étude elle-même en fin de compte. Donc il est pourtant essentiel de distinguer le sensationnalisme, la croyance et une approche scientifique, pragmatique et rigoureuse de l'étude des ovnis. Ça c'est clair. Alors je propose quelques pistes. On va commencer par les pistes, puisque là on a fait pour l'instant un postulat. Logiquement, la recherche sur les ovnis devrait être menée de manière objective, on est d'accord, en examinant des preuves de manière critique et en recherchant des explications rationnelles, avant de sauter à des conclusions qui peuvent être de l'ordre de la non-conventionnalité. C'est-à-dire que le but est de rechercher quelque chose de conventionnel, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous raconte quelque chose ou il y a une histoire qui arrive et qu'on nous raconte quelque chose, il faut aller vérifier. Vérifier la source, vérifier le témoin, vérifier tout un tas de choses. Et puis, forcément, quand on a éliminé tout ce qui était conventionnel et qu'on n'a toujours pas de réponse, on peut arriver à une conclusion de non-conventionnalité. Moi, ça m'est arrivé par exemple sur certaines enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire que on avait éliminé certaines choses, on a tout vérifié, mais ça reste non-conventionnel, donc c'est classé non-conventionnel. Un peu, si vous voulez, comme le GIPAN, l'actuel GIPAN, qui a encore des cas D, parce qu'ils n'ont pas réussi, ils ont en fait éliminé tout ce qui était rationnel. Donc les enquêteurs sérieux cherchent à démystifier certains faits de l'ufologie. Le but, c'est quand même de démystifier effectivement certains faits liés à la croyance, plutôt qu'à les exploiter pour susciter des émotions et des spéculations non fondées comme le font certains. En effet, il y en a certains qui exploitent, si vous voulez, certains mythes liés à l'ufologie pour susciter encore des émotions et de la spéculation, comme on le voit par exemple aux États-Unis actuellement. Et alors qu'il y a d'autres chercheurs qui cherchent à démystifier. C'est-à-dire que démystifier ce qui est de l'ordre du parasitaire, du parasite en fait. C'est-à-dire que ce qui est non fondé, où il n'y a pas de preuves concrètes, où il n'y a pas de source en fait vérifiable, il faut absolument en fait le discriminer, si on veut essayer de trouver au moins une part de vérité. Donc le sensationnalisme peut entraver la compréhension rationnelle du phénomène ovni et contribuer à une forme de désinformation amplifiante. Bah oui, le sensationnalisme est lié à la désinformation amplifiante. C'est pour ça, c'est ce que je disais dans une réaction pour mon argument récente. Je disais que les organismes de renseignement n'ont pas besoin en fait de désinformer puisque le milieu ufologique le fait lui-même. En fait s'attachant à ce qui est de l'ordre du sensationnel. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin beaucoup de travailler en fin de compte. Ils n'ont pas obligatoirement beaucoup besoin de faire de la prolifération d'informations toxiques parce que de toute façon, le système de croyance est tellement amplifié sur le net
qu'il est facile que les gens qu'il est facile en fait de se désinformer soi-même en fin de compte. Hein, c'est de l'auto-désinformation. On va parler comme ça. Donc ça favorisera forcément une croyance en quelque sorte en quelque chose d'aussi non fondé. Comme nous l'avons vu dans la récente audience du Congrès mexicain avec la présentation des momies péruviennes soi-disant extraterrestres. Alors là on voit Jaime Maussan devant ces momies. Donc les 2 momies qui ont été présentées au sein du Parlement mexicain, assez récemment, par un journaliste qui s'est autoproclamé spécialiste de la question des ovnis. Alors effectivement, à partir de là, on voit, si vous voulez, on voit par exemple dans cette image à quel point les gens ne se sont plus attachés à l'ufologie elle-même, se sont attachés uniquement au fait qu'on présentait des espèces de momies, qui en fait se révèlent être de toute façon des constructions voilà, artificielles de certaines personnes. Donc ça a alimenté par exemple, ça a désinformé, ça a servi de plateforme de désinformation. Et je m'en souviens que des Américains assez connus sur X, qui commandent beaucoup sur X, se demandaient si c'était pas une opération de désinformation. Alors, peut-être pas indirectement par une agence de renseignement, peut-être pas directement ou indirectement par une agence de renseignement, mais en tout cas, cela sert à une forme de désinformation qu'un service de renseignement pourrait très bien utiliser. Mais, comme je le dis souvent, le milieu ufologique s'en sert très bien de ça. Se désinforme très bien lui-même, en fin de compte. Donc, recentrage. Alors, ça, c'est le grand point. En fin de compte, il est important de faire preuve de discernement et de critiquer de manière réfléchie nos propres croyances en ufologie. En effet, il faut faire son introspection, c'est-à-dire faire notre introspection sur l'attitude que nous croyons être bonne ou non. Le respect de la diversité des croyances est louable. Ça, il faut, en fait, si vous voulez, il ne faut pas condamner les gens qui croient. C'est pas surtout ce que je veux dire. Il faut être tolérant, mais tout en luttant contre les croyances préjudiciables, qui est un équilibre délicat de notre domaine. En fin de compte, les croyances préjudiciables, elles sont sur un équilibre délicat de notre domaine de l'ufologie. Mais cet équilibre est essentiel pour promouvoir une ufologie juste et équilibrée dans ce cas. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention à ces croyances qui sont préjudiciables pour maintenir quelque chose de plutôt sain et de plutôt clair qui puisse aller, si vous voulez, vers la société et pas qu'il soit auto-centré sur lui-même, sur ses propres croyances, sur ses propres convictions personnelles, etc., etc. Donc, en fait, il faut quitter ça, si vous voulez. Il faut revenir à ce qu'on appelle, en fin de compte, à la réalité. Il faut remettre les 2 pieds sur terre. Donc, l'attitude de la science académique, et là j'en avais déjà parlé, et la posture des scientifiques ont favorisé les systèmes de croyance en rejetant le témoin, et celle ou celui qui s'y intéresse vers leur unique intérêt, comme nous l'avons démontré dans cet article. Donc ça, c'était le fameux article avec l'interview d'Isabelle Stengers, la philosophe des sciences, qui en fait, dans son analyse, reprochait au monde scientifique de ne pas s'intéresser au phénomène ovni et de le renvoyer en fait dans les domaines de croyance qui favorisent le discours sectaire. Donc, on voit là, donc c'est une analyse, si vous voulez, de l'attitude du scientifique et le phénomène ovni. Il faut complètement revoir l'approche dans le milieu académique, comme le tente l'organisme NASA, en discriminant directement l'utilisation du folklore ufologique par les médias mainstream. La NASA, qu'est-ce que compte faire la NASA ? Alors, il y en a beaucoup qui peuvent critiquer la NASA, etc. Je veux bien, mais la démarche pour moi est saine cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que regardez ce que dit par exemple Bill Nelson, je crois, ou David Spergel. Nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ce phénomène. L'utilisation par la NASA du terme de phénomène anormal non identifié à la place du populaire ovni est clairement un moyen de déstigmatiser un terme souvent associé à des annonces plus ou moins sérieuses. Et là, ils font bien la différence entre ce qui est de l'ordre du factuel et du sensationnalisme. Nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ces phénomènes. Mais je trouve ça très sain, en fin de compte. Donc la NASA, sur ce point de vue, est difficilement critiquable, puisque c'est justement ce point de vue-là qui va justement rassurer la société. Donc assurer le patron de l'agence américaine, la plupart des pans peuvent être expliqués par les objets conventionnels, des avions, des ballons et d'autres phénomènes aériens, mais quelques très rares restent
reste inexpliqué, a résumé donc David Spergel, l'astrophysicien qui dirige le groupe d'experts pour la NASA. Pour ces quelques cas, trouver une explication s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça, c'est clair. C'est un peu compliqué. Vous êtes pas au bout de votre peine, messieurs les scientifiques. Je peux vous le dire. Parce que on a, nous, en tant qu'amateurs, un temps d'avance sur vous. Par rapport, en fait, au fait qu'on s'y est intéressé pendant de longues années. Donc, avec le handicap de ne pas savoir à quoi ressemble l'aiguille. Ah, ça, c'est intéressant. Alors bon, en dehors de ça, je trouve l'approche de la NASA tout à fait saine, puisque le but est de sortir du sensationnalisme. Donc, un point de vue visant à rassurer le monde scientifique, politique, mais aussi la société dans son ensemble. Par différentes strates de la société, où le politique sera rassuré pour en parler si le média prend la question au sérieux par le biais scientifique qui lui donnera un blanc-seing à l'étude. Effectivement, je parle à chaque fois de différentes strates de la société quand je parle d'ufologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que le scientifique s'empare de la question pour rassurer le média. Quand le média sera rassuré, le politique pourra en parler librement et pas comme en parler actuellement en France lorsque nous l'avons vu avec l'application Agora, où ça a été complètement mis sous le ton de la raillerie, sous le ton de la condescendance, de la raillerie, sous le ton du ridicule, traité d'une manière totalement ridicule. C'est pourquoi? Parce que les scientifiques se sont pas rassurés. Comme ils se sont pas rassurés, ils préfèrent de tourner en fait cela en ridicule. C'est normal. Donc il faut en fait changer tout ça. Et ça va pas se faire en quelques mois, ça va pas se faire en 2-3 ans, ça va se faire peut-être en 10 ans. Il va falloir peut-être 10 ans de travail sur la question pour pouvoir rassurer les médias. Et ensuite, quand le média sera rassuré et qu'il fera des bons articles, le politique pourra en parler librement sans être accusé d'être un croyant ou être un fanatique aux petits hommes verts. Bon, pour ce faire, il faut rationaliser l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est essentiel pour permettre une approche scientifique objective et basée sur des preuves concernant l'existence du phénomène. Donc là, il nous faut des éléments. Voici un bref aperçu des étapes et des principes qui peuvent contribuer à rationaliser l'étude des ovnis. Alors voici ce que je propose. Alors, ça c'est une proposition que je fais de ce qu'il faudrait faire. Enfin, ce qu'on pourrait faire, et forcément, ça mériterait d'être amélioré. Ce n'est pas un postulat de vérité, ce n'est pas la clé, je n'apporte pas, moi, la clé de ce qu'il faudrait faire. Bien heureusement, je n'ai pas cette condescendance. Néanmoins, j'apporte du moins un petit biais qui peut être utilisé, alors que beaucoup de gens ne comprendront peut-être pas parce qu'ils sont dans un système de croyance. Beaucoup d'ufologues ne comprendront pas parce que forcément ça ne va pas favoriser si vous voulez leur aura concernant ce qu'ils peuvent faire en termes de livres, d'écriture ou d'intervention sur un média. Donc automatiquement, le but est quand même au départ de rationaliser. Donc éducation et sensibilisation. Il est important de sensibiliser le public et les médias aux méthodes scientifiques d'investigation et de détection des ovnis. Les gens doivent comprendre que de nombreuses observations d'ovnis sont des explications rationnelles, telles que les phénomènes naturels des avions, des drones et des ballons. L'éducation du public peut réduire les fausses interprétations, et ça c'est intéressant, et aider à la discrimination observationnelle. Il faut aussi pouvoir changer la forme du langage quand on parle de non-conventionnalité d'un fait, sans rentrer dans des hypothèses toutes faites. Et comme je crois que c'est l'enquêteur Joël Mener qui disait qu'en fait l'hypothèse c'était le mal de l'ufologie en fait, tout simplement. Le problème c'est que quand beaucoup de gens s'intéressent à l'ufologie, ils ont déjà un postulat d'hypothèse. Ils savent pas ce que c'est, mais tant pis, ils ont une hypothèse parce qu'ils pensent que c'est ça. Mais c'est ce que je dis souvent à des gens, quand vous avez une hypothèse, je voudrais en fait que vous publiez un article en référé où vous me faites une publication et qui part de A à Z, et puis vous me faites un postulat de votre hypothèse, parce qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas d'arguments concernant toutes vos hypothèses que vous semblez avancer, pour moi c'est du vide, vous faites du vide, et ce qui vous alimente, ce n'est pas le travail d'une hypothèse, c'est surtout la croyance en fin de compte. Donc en point 2, normalisation des rapports. Encourager la normalisation, la déclaration des observations d'OVNI aux autorités compétentes, telles que les organismes gouvernementaux, les universités ou les associations de recherche ufologique. Cela permet de recueillir des données précises pour une analyse plus poussée.
Le sujet doit rentrer dans les faits de société et dans le cadre d'une démarche citoyenne normalisée. J'ai toujours parlé, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, de la fameuse démarche citoyenne dans le cadre du rôle social de l'ufologue, c'est-à-dire celui qui va vers le citoyen. Donc là, c'est une normalisation des rapports, c'est-à-dire qu'il nous faudrait en fait, si vous voulez, d'un point de vue mondial, le même rapport. Donc, et pas un rapport de chaque structure différente. C'est-à-dire, il faut normaliser absolument le rapport, qu'il soit en fait que chaque rapport d'observation à remplir soit pratiquement le même pour chaque pays. Donc, établissement du protocole d'enquête, développer des protocoles standardisés. Pareil, nous sommes sur une standardisation des protocoles uniques pour enquêter sur les ovnis, y compris la collecte de témoignages, la documentation visuelle, l'analyse des données radar et d'autres méthodes scientifiques. Ces protocoles doivent être basés sur des principes de recherche objectifs et pragmatiques. Ça, c'est normal. Si on fait de la recherche, surtout ne pas mettre de croyances dans votre recherche. Donc, ça doit être pragmatique, agnostique, etc. S'intéresser aux faits et aux factuels. Voilà. En 4.4, analyse critique des données. Toutes les observations d'OVNI devraient faire l'objet d'une analyse critique et impartiale, ce qui n'a pas été souvent le cas lors de certaines périodes de l'histoire médiatique des faits OVNI. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour mon argumentation, j'en avais parlé concernant, par exemple, l'ufologie française entre les années 50 et 70. C'est vrai que ça n'a pas été tellement impartial en fin de compte. Donc cela signifie aussi examiner soigneusement les preuves disponibles, rechercher des explications rationnelles et ne pas tirer des conclusions hâtives en faveur d'explications obligatoirement non conventionnelles, quand celle-ci est conventionnelle. C'est-à-dire que quand une explication est conventionnelle, il ne faut pas non plus essayer de trouver de la non-conventionnalité quand on a une preuve de ce que c'est. Une anecdote pour mon argumentation. Mon anecdote, c'est une enquête que j'avais faite donc d'une personne qui en fait pensait avoir vu des ovnis. J'avais découvert que c'était pas des ovnis, c'était une sorte de lancer de lanterne, lors d'une fête. Et la personne a continué à mettre de la non-conventionnalité dans ce qu'elle voyait. Et en plus avait rajouté dans son témoignage des éléments pratiquement paranormal, alors que le jour de son observation, il y avait eu un lâcher de lanterne à exactement 2-3 km là où elle se trouvait. Et donc son observation correspondait à ce lâcher de lanterne. Donc il a interprété, si vous voulez, ce qu'il a voulu voir, et puis automatiquement, moi j'étais plutôt pragmatique, mais ça aurait été peut-être d'autres ufologues, d'autres associations, ils auraient peut-être mis ça directement dans la non-conventionnalité. Il doit exister, à mon avis, des milliers de rapports, des milliers de témoignages qui sont, à mon avis, tout à fait déclarés comme non conventionnels, alors qu'ils sont peut-être en fin de compte conventionnels. Donc, il faut revoir l'ensemble des statistiques, et tout ça, il faudra revoir les enquêtes à zéro, ce qui est de toute façon un travail pratiquement impossible à faire. Donc voici, voilà, donc il faut trouver, comme je dis, ce petit dessin, comme j'explique avec ce petit dessin, il faut trouver le coupable à l'origine de ce dysfonctionnement. Avec une roue circulaire, nous irions plus vite, il faut lancer un projet. Donc effectivement, l'ufologie, c'est un peu d'essayer de trouver une explication, c'est un peu trouver en fait le coupable de carré, de ce carré qui sert de roue, et puis il faut lancer donc un projet pour pouvoir faire en sorte que le vélo roule. Donc l'ufologie, c'est exactement pareil, si vous voulez. C'est exactement la même analogie que ce petit dessin. Le dysfonctionnement, c'est toujours ça. C'est toujours au départ, il y a un problème, il faut trouver absolument d'où vient le problème. S'il vient du témoin, s'il vient de son observation, etc., etc. En point 5, coordination internationale. Encourager la collaboration internationale dans l'étude des ovnis. Le phénomène aérien non identifié ne connaissent pas de frontières. C'est vrai, c'est un phénomène mondial. Et une coopération internationale peut permettre de recueillir des données plus complètes. C'est vrai. Il y a trop, je considère, et ça c'est une critique que je fais, je considère qu'il y a trop d'organismes là qui poussent en ce moment. Il y en a à droite, à gauche. Je trouve qu'il devrait y avoir une espèce de coordination mondiale avec des méthodes standardisées, des protocoles standardisés, de façon à pouvoir identifier le fait lui-même, à travers sa présence dans nos espaces aériens.
Donc, c'est vrai que ça serait dommage de ne pas pouvoir le faire, mais bon, malheureusement, c'est quand même un rêve, d'avoir une espèce de grand organisme mondial, qu'il soit officiel ou pas, c'est pas la question, mais l'important c'est qu'il y ait des gens sérieux. Donc en point 6, la transparence. Les organismes gouvernementaux qui enquêtent sur les OVNI, comme la HARO aux USA ou l'IGIPAN en France, devraient favoriser la transparence en divulguant les résultats de leurs enquêtes dans la mesure du possible, tout en protégeant les informations sensibles liées à la sécurité nationale, donc c'est ce qui est le rôle de l'armée, ainsi d'éviter la propagation de théories de complot, favorisant à établir une relation saine entre gouvernance et société. Alors, éviter la propagation de théories du complot, c'est permettre, là c'est ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, de ne pas faire de rétention d'informations, de divulguer. Il faut divulguer l'information au public pour éviter la propagation de théories du complot. Et en favorisant, en établissant cette relation saine entre gouvernance et société. Donc ça favorise justement la confiance entre le gouverné et le gouvernant. Cet échange en fait, si vous voulez. On parle souvent d'échange, j'en avais déjà parlé, le principe démocratique entre sciences et société, donc ce que disait justement Isabelle Stengers. Donc financement de la recherche, encourager le financement de la recherche scientifique sur les ovnis, normal, comme vous connaissez l'adage, l'argent c'est le nerf de la guerre, les universités et les instituts de recherche pourraient jouer un rôle dans la collecte et l'analyse des données, c'est vrai, utiliser les universités, alors ça commence à se faire, aux États-Unis en particulier, en les abordant avec une approche scientifique. On a vu aussi avec OSINT, aussi, j'avais présenté OSINT pour la France, et puis il y avait eu justement donc une étude concernant les recherches dans le domaine de l'optique, etc. Donc favoriser cela dans le milieu universitaire, donc dans le milieu où on apprend. Cela en créant des liens de proximité avec des associations de chercheurs amateurs, ce qui peut être bon pour une nouvelle relation démocratique entre sciences et société. C'est-à-dire que au lieu de mettre des associations de chercheurs de côté, alors je parle bien des associations de chercheurs sérieuses, je ne parle pas du cercle des Vénusiens, le cercle des Vénusiens cachés quelque part, je parle plutôt des chercheurs amateurs qui sont sérieux, des associations sérieuses qui font un travail de terrain tout à fait sérieux, raisonnable, etc. Et faire le lien avec les scientifiques. Ce qui s'était fait d'ailleurs, l'exemple en fait qui avait été donné, c'est lors de la vague pour mon argumentation, c'est lors de la vague belge de 1990 où la SOBEPS, qui est une association en fait d'amateurs, avait directement travaillé avec l'armée belge. Il y avait et la gouvernance, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une relation saine entre relation science et société. Donc, ok, on a besoin mais cette association SOBEPS, c'est une association sérieuse. Il y avait des gens sérieux qui en fait géraient cette association. Les enquêteurs n'étaient pas obligatoirement des croyants, c'était des gens plutôt pragmatiques. Il y avait même des scientifiques, etc., comme Léon Breining, etc. Et donc Auguste Messen, qui avait aussi un peu travaillé avec la SOBEPS. Donc on avait des gens sérieux, des gens scientifiques, des gens qui ne décident pas de rentrer dans le sensationnalisme, etc., mais qui faisaient des enquêtes véritablement factuelles sur le terrain. Donc, point 8, communication responsable. Les chercheurs et les enquêteurs devraient communiquer de manière responsable en évitant les spéculations sensationnalistes. Bon, là, c'est pas encore fait. Enfin, c'est pas encore fait. Il y a des chercheurs sérieux, bien heureusement. Il y a des gens véritablement qui travaillent sérieusement sur la question, ou qui ont travaillé, qui n'existent plus malheureusement aujourd'hui, qui ont travaillé sur la question. Mais il faut donc travailler, il faut en évitant les spéculations, donc travailler leur langage auprès des médias. Ça, c'est au niveau des chercheurs. Il faut qu'ils travaillent leur langage auprès des médias, mais aussi auprès des citoyens. Alors, il y a quand même de bons exemples qui ont été donnés. Il y a des gens
évidemment à travers des médias qui se sont très bien exprimés, mais autant qu'il y a des chercheurs et des ufologues qui ont tout dit, tout et n'importe quoi, ce qui se passe actuellement aux États-Unis par exemple. Voici cet exemple que nous avons travaillé avec ufologie dynamique et qui vient des travaux de communication entre médias et ufologie. Alors, j'ai mis en fait le lien dans l'article de ce que j'avais fait avec alors c'est pas tous les articles de presse, c'est qu'une partie des articles de presse que j'avais fait avec des médias locaux, parce que j'en ai d'autres, mais j'avais ceux-là qui étaient numérisés, donc j'ai mis ça dans une vidéo. Donc vous pouvez voir en fait les travaux de communication que j'ai fait, et vous allez voir, on ne parle pas d'extraterrestres, on ne parle pas de petits hommes verts. Vous allez voir, c'est vraiment proposé d'une manière le plus factuelle possible, mais ça vise à rassurer aussi le témoin qui lit cet article, qui se dit ah bah tiens, pour une fois je suis pas pris pour un idiot, voilà, je suis pas pris pour un illuminé qui a vu des extraterrestres. Au moins voilà, ça permet d'avoir quand le média diffuse une bonne information qui est saine en ufologie, ça va obligatoirement rassurer le témoin, mais ça peut aussi rassurer l'universitaire et les scientifiques en même temps. Donc, en point 9, les résultats de la recherche sur les ovnis concernant certains rapports crédibles devraient être présentés avec objectivité et nuance. Hein, toujours. C'est-à-dire que il faut, en fait, lorsque certains rapports crédibles, c'est-à-dire déclarés comme non conventionnels, devraient en fait être présentés avec objectivité et nuance. Or, ce qu'on vit actuellement aux États-Unis, il n'y a plus de nuance. Je sais pas si vous l'avez vu. Prenez du recul avec en fait ce que disent en fait tous les gens qui nous parlent de rapports. Il n'y a plus de nuance, hein, il n'y a plus d'objectivité. Hein. On part complètement dans la spéculation, dans l'allégation, la spéculation et même à rassurer sa propre croyance. Donc en point 10, formation des enquêteurs. Assurer que les personnes impliquées dans l'étude des ovnis reçoivent une formation appropriée aux méthodes scientifiques. Au moins apprendre la méthodologie scientifique sans obligatoirement d'être scientifique, mais on peut très bien faire par biais mimétique exactement la même approche qu'un scientifique ferait dans son laboratoire. On peut le faire en statistique, en analyse des données, etc. Donc là, ça concerne les enquêteurs, formation des enquêteurs. Hein. Je ne parle pas, bien sûr, de celui qui s'intéresse à l'ufologie sur Internet ou à travers quelques ouvrages. Là, je parle de celui, par exemple, au sein d'une association. Bon, bah, il doit être un petit peu formé un peu en astronomie, alors connaître un peu une carte du ciel, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, etc. Bon, voilà. Et puis les phénomènes météo, les différents, voilà, il faut un minimum, voilà, de connaissances parce que forcément, si vous n'avez pas toute cette connaissances qu'il vous faut au moins au préalable, bah vous pouvez très bien vous tromper vous-même en sortant un rapport qui va être faussé et puis qu'en fin de compte, bah peut-être qu'un autre chercheur qui aura un peu plus de connaissances, bah lui trouvera la solution. Alors que vous étiez toujours dans la non-conventionnalité, alors que l'enquête était peut-être tout simplement conventionnelle, c'était tout simplement quelque chose de connu. Voilà, donc sortir de l'ombre. Alors ça, c'est pour finir l'article. Donc en rationalisant l'étude des ovnis de cette manière, il devient possible de mieux comprendre le phénomène aérien non identifié. C'est-à-dire d'identifier les véritables inconnus et d'éviter les spéculations non fondées pour pouvoir défavoriser les systèmes de croyances ou dérives de l'ufologie. C'est-à-dire que là, j'explique qu'il faut absolument éviter les spéculations et les allégations, surtout que quand il s'agit d'allégations qu'il n'y a pas de preuves derrière, qu'il n'y a pas de matière concrète derrière, ça reste des allégations. Donc il faut pouvoir à travers ça défavoriser les systèmes de croyances, c'est-à-dire discriminer les systèmes de croyances et les dérives de l'ufologie, parce que malheureusement la dérive de l'ufologie, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer forcément elle-même son propre système de croyances, et puis on va pas avancer, on n'avancera pas. Donc on n'avancera pas sur l'explication du phénomène, puisque de toute façon il sera totalement parasité. Parasité par des systèmes, donc par des spéculations non fondées, etc. Cela aussi contribue à l'objectivité et à la crédibilité de la recherche, donc rendre crédible la recherche et les chercheurs, donc sur les ovnis, tout en maintenant l'intégrité scientifique, mais aussi intégrer la société sainement, sans que cette étude soit perçue comme faisant partie de l'irrationnel et des faits sociologiques. Alors donc il faut effectivement sortir du fait sociologique. Alors effectivement, les ovnis ont cette particularité d'avoir été traités
du point de vue sociologique dans les années 80, dans les années 90, etc. Et d'ailleurs le font encore, ils le font même d'ailleurs encore. Il y a des publications qui sont pas si vieilles qui mettent encore des faits, hein, des faits rapportés par les pilotes civils et militaires dans le cadre de la sociologie, alors que là on parle d'un fait, on parle d'une observation, donc là c'est plus sociologique, hein, c'est un fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit quelque chose en vol, donc que lui ne connaît pas. Donc à partir de là, c'est plus un fait sociologique, hein, voilà, c'est un fait, ce qu'on pourrait dire un fait rationnel. C'est-à-dire, hein, c'est exactement la même chose que quand vous voyez une voiture passer dans une rue. C'est exactement ça. Vous voyez passer une voiture dans une rue, à l'entrée d'une rue et à la sortie d'une rue. Vous n'avez pas vu un avion, vous avez vu une voiture. Hein, d'accord. Donc, on va pas vous dire que vous avez vu un avion puisque vous avez vu une voiture. Ben, c'est exactement pareil. Si vous voulez, le fait de voir un ovni par quelqu'un qui considère que c'est un ovni, parce que pour lui ça ne correspondait pas à ce qu'il connaissait, surtout en plus quand c'est des gens par exemple qui sont crédibles, qui ont une haute crédibilité et un haut sens de l'observation, vous pouvez pas mettre obligatoirement leur parole en doute. C'est difficile de mettre la parole en doute de ces gens-là. Parce que ça veut dire qu'ils verraient tout et n'importe quoi. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, alors je mets une note à la fin de l'article. Donc, il s'agit d'un constat personnel et non d'une vérité toute faite. Alors, effectivement, alors ce que je propose en solution n'est pas une vérité toute faite. Par contre, le postulat que je propose dans la première partie de l'article, c'est une vérité. Parce que c'est tout à fait vérifiable ce que je viens de mettre. Donc vous pouvez très bien en fait prendre du recul et voir les allégations de chacun, par exemple en particulier aux États-Unis, etc. Et puis vous allez voir que effectivement tout ce que disent ces gens n'apporte rien du tout autre que des spéculations, des allégations, etc., etc. Ils sont même d'ailleurs moins crédibles qu'un observateur d'OVNI lui-même en fin de compte. Donc les recommandations ne sont pas obligatoirement celles qui seraient la solution. Alors ça, je voulais parler de mes recommandations, c'est peut-être pas la solution. Mais le but est d'apporter une contribution pour mieux appréhender l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà donc pour mon article. Et je voulais vraiment parler de mon article et l'argumenter. Et pourquoi en fait il faut en finir en fait avec la croyance en ufologie, du moins en finir avec le besoin de croire, hein, ce besoin de croire, mais revenir plutôt sur le besoin de chercher. Hein. Donc c'est à ça que je voulais en venir pour essayer de trouver la solution du problème, parce que il y a effectivement un problème avec les phénomènes aérospatiaux non identifiés, un problème lié à son observation dans les cieux, mais un problème et ça forcément par biais, c'est un problème de sécurité nationale, c'est un problème aussi d'une manière éthique, religieuse. C'est un problème qui est fondamental aussi. Donc, quand des pilotes civils et militaires voient ce genre de phénomène, et même quand c'est des fois des phénomènes très structurés, il faut se poser la question de ce que c'est, ce qui est entièrement normal. Ça paraît logique. Le premier postulat est d'aller chercher ce que c'est déjà, et puis d'éviter donc de rentrer dans la spéculation, les systèmes de croyances, donc ce que j'explique si vous voulez dans mon article. Voilà donc pour cet article, et je voulais en fait l'argumenter et vous proposer en fait cette approche qui s'écarte, si vous voulez, de tout ce que l'on peut trouver actuellement sur Internet, mais ce que l'on peut trouver aussi dans la littérature ufologique depuis les années 50. Donc, essayez de revenir, en fait, si vous voulez, à quelque chose qui est ni de la croyance, ni du non-croyant. Hein. Se trouver toujours, en fait, si vous voulez, dans la position comme je l'avais lu dans un commentaire sur YouTube, un peu, le milieu, c'est un peu la voie de la sagesse. Voilà, donc, je réponds à la personne qui, de temps en temps, Monsieur Verdier, qui de temps en temps me met des messages, et c'est vrai, c'est juste, en fait, je le dis quand même, cette position-là que je vous propose, c'est la position la moins confortable, parce que vous serez rejeté de toute façon
par les sceptiques ultra-rationalistes, mais vous serez tout autant rejeté par ceux qui y croient et qui y mettent en fait de la conviction pratiquement radicale. Donc c'est une position extrêmement inconfortable, c'est une position qui n'attire pas obligatoirement les gens, mais qui attirera peut-être les gens qui ont un esprit le plus clairvoyant possible. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.